Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La ville de Kananga s'apprête à accueillir ce samedi 9 septembre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour lancer les travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Un événement attendu par la population du Kasaï central qui souffre de l'enclavement pendant que cette route donne à l'espace Grand Kasaï un accès à l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito. Bonne nouvelle, 2 millions d'euros ont été mobilisés par l'UNESCO en faveur de la République démocratique du Congo pour un nouveau projet dénommé Yangambi, pôle d'excellence pour la biodiversité et les climats. C'est le représentant de l'UNESCO, Isaïas Barreto, qui l'a annoncé à l'issue de la conférence de la pré-COP 27 tenue du 5 au 7 septembre à Yangambi dans la province de la Chopo. Cette conférence était une préparation à la COP 27 qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a procédé le jeudi 8 septembre au Pullman Hôtel de Kinshasa au lancement solennel du logiciel de gestion intégré de droits, taxes et redevances du pouvoir central, Trididat Achar. Ce logiciel de gestion de recettes non fiscales permettra non seulement la traçabilité des opérations effectuées par le service d'assiette et la DGRAD, mais aussi la réduction du temps du traitement des dossiers. Dans son allocution, le Premier ministre congolais, Jean-Michel Samaloukonde, a fait savoir que plusieurs réformes ont été initiées visant à mobiliser les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif et à la mise en œuvre de l'ensemble du programme d'action du gouvernement. Pour le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, le GIRAD est le plus grand projet informatique en République démocratique du Congo en raison de son ampleur qui intègre tout le service d'assiette à travers toute l'étendue de la RDC. Il affirme par ailleurs que le résultat de sa phase pilote ont été concluants et son déploiement tant au niveau central que déconcentré et incommensurable, ce au vu de la dimension géographique du. Dans un autre chapitre, la Commission électorale nationale indépendante est en atelier de conception de support de sensibilisation sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est en marge de préparatifs des élections de 2023 selon l'esprit de la Constitution de la République. Explication avec Fadi Lendo. 2 mois après la promulgation de la nouvelle loi électorale devant servir de feuille de route pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de la centrale électorale a fait savoir lors de son speech qu'il a été nécessaire de s'atteler à la conception et à la production des supports et outils de sensibilisation des populations. Lesquels outils, une fois produits, devront être déployés dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux et les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale. Rappelons que le go de ces travaux a été donné depuis jeudi 8 septembre 2022 à Kinshasa et la clôture est prévue pour le samedi 10 septembre de l'année en cours. De son côté, le ministre de Pétentique a lancé depuis le 25 février 2022 la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles dont le but de résoudre ces fléaux qui ne cessent d'inquiéter la population congolaise. Face à cette initiative louable, la population s'interroge sur la mise en application effective de cette structure qui s'avère un soulagement. En vue d'éclairer l'opinion, Lambert Junior Lendo, membre du ministère de Pétentique, a répondu au micro de Fabrice Banza et Kikoyusa. La commission a été mise en place par l'arrêté du ministre de Pétentique. Je cite son Excellence Augustin Kibasa Maliba. Depuis le mois de février, cette commission a commencé à travailler. Aujourd'hui, la commission compte déjà sa 8e opération de remise des téléphones déclarés volés à la direction de nouvelles technologies de la coordination nationale de la police judiciaire.
Et à la 8e remise, le lot, la valeur marchande de lot des téléphones remis aux victimes prises en charge par la commission représente une valeur qui est dans la fourche de 9 000 à 10 000 $. Donc la commission est là, la commission existe et la procédure elle est gratuite. Donc tout celui qui est victime d'un vol de téléphone, parce que le vol de téléphone s'accompagne généralement par des actes de violence. Et aujourd'hui, quand vous allez à la police judiciaire, vous déposez votre plainte et la prise en charge par la commission commence là. Et vous ne payez rien et l'État va se mettre par les billets de la police et la technologie mise en place par les secteurs de Petentic, traquer le téléphone, retrouver le téléphone et éventuellement punir le voleur ou si pas le voleur, les receleurs. Le voleur est puni suivant la loi pénale et le receleur est puni comme le voleur. En justice, depuis plusieurs années, le taux d'occupation des prisons en République démocratique du Congo va au-delà de 100%. L'exemple patent est celui de la prison centrale de Makala située à Kinshasa. Celle-ci a été construite pour n'accueillir que 1500 pensionnaires. À ce jour, elle regorge plus de 9000 prisonniers. En vue de désengorger le centre pénitentiaire, un contrôle judiciaire démarre dès ce vendredi à l'initiative du gouvernement congolais. C'est la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, qui l'a annoncé jeudi 8 septembre 2022 au terme de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature après la dernière mise en place dans certaines différentes juridictions et offices. Elle a promis des sanctions contre les magistrats qui naviguent à contre-courant de l'état des droits. Les commissaires divisionnaires chargés de l'école et formation au sein de la police en République démocratique du Congo, Célestin Kanyama, annoncent le recrutement imminent de nouveaux éléments de la police sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est depuis la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que le commissaire divisionnaire a annoncé le mercredi 7 septembre 2022 le recrutement au sein de la police dans le but de renforcer son effectif afin de mieux sécuriser la population et leurs biens. En santé, le monde célèbre en ce jour du 9 septembre la journée de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Cet événement se veut néfaste de l'alcool consommé pendant la grossesse et l'allaitement chez Mima Wanja. L'alcool consommé par les femmes enceintes a la capacité de très bien passer au travers la barrière placentaire et toucher directement le fœtus. Il agit notamment sur le système nerveux central du bébé et peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. Les conséquences de l'alcool sur les fœtus. En fait, une femme enceinte, durant les 9 mois de grossesse, n'est pas censée prendre l'alcool, puisque l'alcool est interdit ou a des effets néfastes durant les 9 mois de grossesse, donc peu importe l'âge de la grossesse, puisque généralement en médecine on divise la grossesse en 3 trimestres. L'alcool peut entraîner ce qu'on appelle une toxicité fœtale au premier, au deuxième ou au troisième trimestre. Voilà. Donc si je dois faire un petit résumé, au premier trimestre, l'alcool peut entraîner chez les fœtus un retard de développement qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin. Ça peut entraîner ce qu'on appelle des risques tératogènes chez l'enfant. Donc l'enfant peut naître avec certaines anomalies. Et au deuxième trimestre également, ça peut entraîner, ça peut entretenir ce retard de croissance-là. Et l'enfant peut naître avec un faible poids de naissance, ou encore l'enfant peut aussi mourir si la maman prend une grande quantité. Donc ça peut entraîner une toxicité fœtale, ça atteint ses organes, notamment le cerveau, le cœur, et les fœtus peuvent mourir. L'arrêt complet de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée.
Sachez également que la zone de santé de Béni a totalisé vendredi 9 septembre 22 jours sans avoir enregistré un nouveau cas de virus à Ebola. Le médecin-chef de cette zone de santé, Michel Tosalisana, a affirmé que le décompte continue jusqu'à totaliser 42 jours pour déclarer la fin de cette épidémie. Si aucun autre nouveau cas n'est enregistré en l'espace de ces 42 jours, il sera déclaré la fin de l'épidémie dans la zone. Il a indiqué que jusque-là, c'est l'unique premier cas décédé à l'hôpital général de référence de Béni qui a été notifié. Au moins 170 contacts avaient été également identifiés et suivis par les équipes des ripostes. Autre actualité, les États membres de l'UNESCO ont renouvelé jeudi 8 septembre la journée internationale dédiée à l'alphabétisation. Leur engagement en faveur de l'apprentissage et éducation des adultes qui sont reconnus désormais comme moteur essentiel de l'ensemble de l'objectif du développement durable. Fadi Lendo nous en dit plus. La journée internationale de l'alphabétisation de cette année a eu comme thème « Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation ». Cette journée a été l'occasion d'évaluer les progrès accomplis dans l'alphabétisation et encourager toutes les actions entreprises dans l'éducation des adultes. À savoir, en 1979, 68% de la population mondiale savait lire et écrire. Et en 2020, ces chiffres s'est amélioré à la hauteur de 86,7%. Malgré ces progrès, 771 millions de jeunes et adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences élémentaires en lecture et en écriture, parmi lesquels 60% des filles et des femmes. À travers la célébration de la dite journée, les États membres de l'UNESCO sont appelés à investir davantage dans l'éducation tout en disposant des ressources adéquates, plus ouvertes, gratuites et de qualité. Nous avons élaboré des manuels de rattrapage scolaire, donc 9 manuels, donc français, mathématiques, sciences. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, 9 manuels. Puisque les programmes-là de rattrapage scolaire, ça existait depuis 2000. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a eu pas de manuel qui accompagne le programme. Nous avons élaboré ça. Maintenant, comme nous avons les manuels, nous devrons avoir les guides qui doivent accompagner ces manuels-là. Et puis, nous avons un grand problème aussi, un grand défi, si le programme d'apprentissage professionnel. Puisque le programme est disparate. Nous avons essayé d'harmoniser ce programme auquel ça sera lancé cette année. Le début de cette année, il y aura le programme d'apprentissage sur le terrain. Ce qui va nous amener maintenant pour avoir et faire les jurys d'État à travers toute la République, où tout le monde auront le même questionnaire. Les jurys d'État qui se font maintenant, chaque centre compose ces questionnaires. Mais pour le moment, dès que nous lançons ce programme, nous aurons des questionnaires qui viendront des provinces et centralisés au niveau national, et puis ça va retourner pour qu'il y ait les jurys d'État. Ça, c'est un fait. De là maintenant, nous devrons élaborer les guides qui doivent accompagner les programmes d'apprentissage professionnel. Et nous devrons aussi élaborer des modules pour la formation. Et puis nous devrons arriver à élaborer des manuels qui doivent commencer ce programme. Donc c'est énorme. Dans le cadre d'alphabétisation, nous avons pu élaborer des manuels d'alphabétisation niveau 1, niveau 2, niveau 3 en français. Ce qui nous reste maintenant, nous devrons traduire ces manuels en 4 langues. Nous devrons aussi élaborer des modules, actualiser les modules qui existent dans le cadre d'alphabétisation. Ça, c'est un fait. Et puis, nous devrons aussi voir comment réhabiliter nos centres, nos structures, comment construire nos centres. Puisque le thème de l'année nous dit nous devons transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est le développement. Si un pays a beaucoup d'analphabètes, ça pose problème. Ce qu'on dit en français, donc quand quelqu'un est dans les ténèbres, qui ne connaît pas l'écriture ou l'écrit, le calcul, ça pose problème. Donc c'est très important. Donc la vision de son Excellence, il veut cette année qui commence le 12
septembre 2022, de créer des centres de proximité, de créer des classes d'alphabétisation là où les centres existent. Retour en province, 4 personnes tuées, 30 blessées et une dizaine d'autres emportées lors de l'incursion des miliciens de la Codeco au site minier de Blanquette à 12 km dans les territoires des Djougou en Ituri. Selon plusieurs sources locales, ces miliciens réfractaires au processus de paix sont venus mercredi de leur bastion d'Andissa et Matoro en tirant plusieurs coups de feu pour assiéger la population de ces sites miniers. Le bourgmestre de Mungwalu indique que 30 autres personnes ont été blessées et des dizaines d'autres prises en otage. Dans le cadre de travaux de la Commission économique, les RDC et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, ont signé jeudi 8 septembre devant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine l'accord portant statut de la force régionale de cette communauté, laquelle devra bientôt se déployer dans l'Est de la République démocratique du Congo pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. Entre-temps, dans son droit d'information sur les accords qui lient les RDC avec d'autres nations, une frange de la population quinoise réunie en séance de réflexion à l'initiative de l'ONG Lycopadel a interrogé Maître Ferdinand Kambere sur l'importance de la CAE. Ce dernier n'a pas soutenu l'initiative Jedija Fingila. C'est au cours d'une conférence organisée par l'Ecopadel ONG que Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a réagi au sujet de la signature de l'accord portant statut de la force régionale des CAE, lequel devra bientôt se déployer dans l'est du pays pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité. Rwanda, armée rwandaise, ougandaise, officiellement. Mais entre-temps, tokipe que officieusement armée ya Rwanda payezali. Mais parce que alingia kota na uniforme sous M23 parce que teni M23 la takawana ezaka ya armée rwandaise. Donc net ko sakana na batuka. Kunande yo bimasiko yo no to signer loko moko e ko salisa Congo bazo benga yo East African Community. État de siège ko quitté, mutualisation ko quitté. Awe komi susu la communauté de l'Afrique de l'Est. Ndeko salani. D'abord, so Hollandi ba expert nyonso à présidence. Ba koyebisa yo no wana tokozala marché munene, tokobanda sala ba échanges commerciaux ainsi de suite. Mais so Hollandi ba expert ya ba Rwanda na ba Uganda. Bango baza ba chiffres précis. Okoyoka que non en réalité la communauté de l'Afrique de l'Est ezana ba objectif ou bien ba pilier. Tokozala monnaie moko. Tokozala fédération politique. Tozala marché commun. Est-ce que Congo biso ndenge tozali bitumba osilisi nanu te oyo supprimer ba douane, ça veut dire ba frontière po nini ezala économie eza déjà mabe ba industrie eza te nini ekozala fabriquer na mboka na biso tokomema na bamboka wana. Mais entre-temps, c'est quel pays ka bamboka oyo ezobunda na biso qui occupe notre pays. Et il y a mabe makasi eza nini na biloko ya East African Community. C'est qu'entre-temps, baye, comme s'ils obligeaient notre régime, ba signer na bango na ba accord, biloko elekaki na ba Nairobi wana. Toute contradiction à la thèse de Ferdinand Kambere serait attendue par la population congolaise. Page noire dans ce journal, le général Sébastien Eluki Monga Aoundou, ancien chef d'état-major général de l'armée nationale de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, est décédé jeudi matin à l'hôpital Jules Bordet d'Erasme à Bruxelles de suite d'un cancer. Le général Eluki a servi sous le drapeau pendant le long règne du maréchal Mobutu, dont il fut une fois ministre de la Défense nationale. Retour sur ce qui était Eluki Monga avec Trinidad Acha. Sébastien Eluki Monga Aoundou est né à Kinshasa le 6 avril 1941 d'un père militaire, originaire du territoire de Bumba, province de Mongala. Il était enrôlé dans la force publique en 1958 à l'âge de 17 ans après avoir fait l'école de pupille
école primaire militaire créée par le général belge Jean Cès au camp Léopold, camp Kokolo. Cette formation militaire des bases lui a permis d'aller en Belgique poursuivre les études militaires à l'école royale militaire. À l'issue de ses études, il a fait toujours en Belgique l'école de guerre, d'où il sortira breveté d'état-major. De retour au pays, il connaîtra plusieurs promotions dans sa carrière militaire. Sous-lieutenant en janvier 1963, lieutenant en janvier 1965, capitaine en janvier 1967, major en janvier 70, lieutenant-colonel en juillet 74, général de brigade en juillet 77, général de division en juillet 80, général de corps armés en juin 85, enfin général d'armée en 1994. À ce titre, il a eu à assumer plusieurs fonctions au sein des forces armées zaïroises. Il a pris part active aux campagnes de la guerre de 80 jours et de la guerre de Moba en 1984. Le 8 janvier 1985, il est nommé chef d'état-major des forces armées zaïroises. Le 28 janvier 1985 marque le début de sa carrière politique par son entrée au comité central du MPR. Nommé ambassadeur en Israël, il regagne quelques années plus tard le pays pour être nommé de nouveau chef d'état-major général de phase en 1994, les fonctions qu'il a gardées jusqu'à la guerre des libérations de 1996. Il est détenteur de plusieurs distinctions honorifiques, notamment croix militaire de 2e et première classe, croix de bravoure militaire avec palme en bronze, officier de l'ordre national du Léopard et commandeur de l'ordre national du Léopard. Dans le monde, le Royaume-Uni est sous les chocs. Elisabeth II, la monarque de 96 ans à la longévité record, s'est éteinte jeudi après-midi après 70 ans de règne. Ils étaient nombreux, touristes et londoniens, ce jeudi soir à se recueillir devant le palais de Buckingham pour rendre hommage à leur reine bien-aimée. En République démocratique du Congo, le président de la République Félix Tshisekedi a exprimé en son nom et au nom du peuple congolais sa tristesse. Il présente par ailleurs ses sincères condoléances à la famille royale d'Angleterre, au peuple britannique et aux autorités du Royaume-Uni. Jemima Wanja retrace ici les parcours de la reine Elisabeth II. La reine d'Angleterre est décédée ce jeudi 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Depuis le 6 février 1952, la monarque de 15 nations et chef du Commonwealth, Elizabeth Alexander Mary II, a régné pendant 7 décennies. Née le 21 avril 1926 à Mayfair, son règne est reconnu comme le plus grand de l'histoire en jouant le rôle extrêmement important pour la paix et la stabilité mondiale. Son règne a été marqué par un engagement inébranlable envers son peuple et son pays. Elisabeth II a tissé des relations avec le continent africain. Le 12 septembre 1973, elle a rencontré le président Mobutu à Buckingham Palace. Le président Mobutu a assisté un banquier au palais du Buckingham en tant qu'invité de la reine ainsi que de son époux Philippe. Le monde s'est associé au deuil des Britanniques après la mort d'Elisabeth II, une reine de cœur, dont la dignité et le sens du devoir inaltérable ont suscité une pluie d'hommages unanime. Sa vie et son héritage restant gravés dans les mémoires à travers le monde, elle reste exceptionnelle au regard de son règne, la plus longue par rapport à celle de ses prédécesseurs. Ici est de noter que la République démocratique du Congo, à travers le président Félix Antoine Tshisekedi, a présenté ses condoléances au peuple britannique par un communiqué officiel signé par le chef de l'État. La reine Elisabeth II n'est plus, mais son successeur est déjà connu. Il s'agit de son fils aîné, le prince Charles d'autrefois, qui sera désormais appelé roi Charles III. Notre rédaction a pensé à vous faire savoir qui est le désormais roi d'Angleterre, Fabrice Banza. Aussitôt l'annonce officielle de la disparition de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans, le Buckingham Palace a annoncé que le prince Charles, fils biologique de la défunte, sera officiellement proclamé roi le samedi 10 septembre 2022 dans la matinée. Le nouveau souverain se fera appeler Charles III et selon les dernières informations,
s'exprimera en fin de journée. Ici est de noter que le nouveau roi d'Angleterre est le fils aîné de la reine Elisabeth II, né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Âgé de 73 ans, il est marié à Camilla Chen et père de 2 enfants, dont William de Cambridge et Harry de Sussex. Tous 2 enfants qu'il a eus avec Diana Spencer, sa première femme, décédée dans des conditions tragiques en 1997. Le roi Charles III évolua comme militaire à la Royal Navy où il a accompli son devoir comme officier de marine de 1971 à 1976. Il a également reçu une formation de la Royal Air Force au cours de sa 2e année à Cambridge. En 2012, Charles-Philippe Arthur George, actuellement roi d'Angleterre sous le nom de Charles III, a été jadis élevé au titre honorifique d'amiral de Royal Navy, de Marshal of the Royal Air Force et maréchal de l'armée britannique. C'est en 1958, précisément le 26 juillet, qu'il reçoit les titres de prince de Galles et comte de Chester. Et c'est le 1er juillet 1969 que son intronisation eut lieu lorsque sa mère lui remet la couronne de prince de Galles au château de Caernarfon. Sport à présent, les agents du secrétariat général du ministère de Sport et Loisirs étaient en sit-in ce vendredi 9 septembre pour réclamer leurs primes spécifiques après plusieurs années de service. Ces hommes et femmes venus de plusieurs communes de Kinshasa se sont réunis aujourd'hui à leur lieu de travail pour solliciter l'implication des autorités compétentes afin de pallier à ces problèmes d'un paiement. Stéphane Mouchipaï. C'était devant le bureau du secrétariat général du ministère de Sport et Loisirs que les agents œuvrant dans ces secteurs sportifs se sont regroupés ce vendredi 9 septembre pour réclamer leurs primes spécifiques après de longues périodes de service au profit de la nation dans le secteur sportif. Sifflet à la bouche, rameau à la main, pneus brûlés, voilà ce qui explique le mécontentement de ces hommes et femmes qui exigent mordicus à l'État congolais une réparation de leur situation en vue d'obtenir en équivalence les fruits de leurs efforts. On ne comprend pas pourquoi nous nous sommes marginalisés dans cette manière-là. Nous avons ces budgets ici qu'on a alloués cette année, on a alloué ces montants ici, de 1 milliard. Et on a fait tableau par notre ministre sectoriel. Il fallait que le ministre des budgets puisse signer les documents pour que les agents du secrétariat général au sport soient en possession de leurs primes, comme prévu par le budget, ce qui n'est pas fait depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. C'est pourquoi les agents ont dit trop c'est trop. Aujourd'hui, on se prend en charge pour que les autorités qui nous suivent à ce moment comprennent que non, au niveau des sports, nous souffrons. Nous avons un prime de 50 000, 60 000 par un agent. Ce qui est inconcevable. Puis environ d'une décennie de services sans honneur, ces agents travailleurs au secrétariat général du ministère des Sports et Loisirs demandent l'implication personnelle du chef de l'État et des autorités compétentes pour satisfaire leurs attentes et améliorer leurs conditions salariales. Ça fait au moins plus de 10 ans. On ne reçoit pas les frais de fonctionnement. On ne sait pas, les frais de fonctionnement du secrétariat général passent par quel trou, si je peux dire comme ça. Depuis 2012, je vous dis, depuis 2012, nous demandons frais de fonctionnement du secrétariat général au sport et loisirs arrivent jusqu'ici pour nous les agents, pour le travail. C'est ça que nous demandons au président de la République, les frais de fonctionnement du sport et loisirs, du secrétariat général. C'est ça que nous avons besoin, c'est ce que nous avons besoin. Ceci est un message interpellatif pour le ministère des Sports et Loisirs de la RDC de porter un regard favorable face aux doléances de ces manifestants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le plaisir a été pour nous de savoir être accueillis dans vos maisons ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez branchés sur le programme de Tosungana Télévision. Au revoir.